Celui que nous recevons aujourd'hui à cet autre numéro des grandes rencontres de Joël Etienne, c'est un témoin de l'histoire, une bibliothèque, un baobab. Oh, que dire? Ses supporters militants, sympathisants l'ont surnommé Capitaine Courage. Il y en a un qui l'appelle la bibliothèque parlante du PDCI-RDA. Il a tellement d'étiquettes, ministre, député, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Quand je parle de ce monsieur, tout le monde sait qu'il s'agit du ministre Maurice Kakou Dikawe, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais vous avez oublié le professeur de cardiologie. Ah. Alors pourquoi vous ne l'avez pas exercé? Non, j'ai exercé. Pendant combien de temps? Longtemps, jusqu'à la retraite, en 2017. Mais est-ce qu'un professeur de cardiologie peut prendre sa retraite? De cardiologie pédiatrie à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, président de la Société panafricaine de cardiologie et président de la Société ivoirienne, président fondateur de la Société ivoirienne de cardiologie, président de 1992 à 2017. Et vous avez opéré combien de cas? Non, mais j'étais cardiopédiatre. On a opéré beaucoup de jeunes, des enfants qui avaient des maladies congénitales. Et aujourd'hui, on a fait des émissions La Bonne Cause avec Barthélemy Nabo dans son temps, très connu comme cardiologue africain. Oui. Mais le PDCI a pris le pas sur tout ça. Voilà, donc nous allons en parler. Donc avec vous, nous allons évoquer le PDCI sous le président Oufoué, oui. Bédié, si je peux me permettre, Guy Robert, et aujourd'hui Tidiam Thiam. Quels sont les souvenirs qui vous reviennent de manière succincte avec Oufoué d'abord? Avec Oufoué, c'est la jeunesse. Et comme je l'ai dit souvent, ma rencontre avec Oufoué a été consolidée, raffermie, curieusement et paradoxalement, par l'affaire du Guébier. En 1970, il y a eu une rébellion dans notre zone. Nos parents ont été emprisonnés. Il y en a même qui ont été tués. Hein? Oui, beaucoup ont été tués. Et je me souviens qu'il y a eu un congrès du PDCI en 1970. Et au cours du congrès, toutes les régions avaient pris des résolutions pour demander au président Houphouët-Boigny de sévir. Et bon, effectivement, il y a eu le jugement. Le président Houphouët-Boigny, ils ont été emprisonnés. Mais il les a graciés alors que les uns et les autres demandaient la peine de mort. Ça m'a marqué. Parce que, vous voyez, la Côte d'Ivoire en 1970, Houphouët-Boigny, on voyait ce qui se passait en Guinée avec Sékou Touré, où des intellectuels étaient emprisonnés, tués, même Diallo Terry, qui a été secrétaire général de l'OUA. Et voici des paysans en Côte d'Ivoire, où il faut au sommet de sa gloire qu'il les gracie et les libère. J'ai apprécié ce comportement. Et plus tard, il me dira qu'un chef doit être magnanime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on devient chef quand on a la force pour l'appliquer et on refuse de l'appliquer. C'est ça la grandeur d'un chef. Donc c'est ce qui m'a marqué et je me suis engagé au mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire. Vous avez été président? Voilà, membre à l'université et puis président national pendant 4 ans. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez Guébier qu'il a mis un accent particulier sur vous pour vous faire une promotion politique afin de se faire pardonner entre guillemets, de ses crimes? Non. Bon, il m'a découvert après. Quand j'ai été élu président du MESI, c'était Akoto Yao, était ministre de l'Éducation nationale. Et dans la voiture, parce qu'après l'élection au lycée scientifique, j'avais atteint une autre dimension. Il y a un gyrophare qui est venu me chercher, tout ça pour m'accompagner. Et puis le chauffeur m'a parlé en baoulé. Et puis il dit à moi, je suis Kakou, mais je ne suis pas baoulé. Il dit à moi, non, on dit à Koto dit non, mais c'est un jeune bébé, il n'est pas baoulé, vous pouvez m'accepter sans problème. D'accord. Et Bédié? Mais ensuite, le président, on est resté ensemble, et puis je venais d'avoir l'agrégation. Et comme je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. Houphouët-Boigny ne m'a pas particulièrement adulé parce que j'étais Guébier. Nous devrions aller à l'agrégation de cardiologie. Nous étions 2 candidats de haut niveau avec un poste.
Africain? Oui, en Côte d'Ivoire. Okay. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire avait ouvert un poste de professeur et nous étions 2 candidats, mais de très bon niveau. Donc, il y avait problème. Donc, j'étais ancien président du MESI et tout ça. Les gens me connaissaient et puis j'avais la chance, Alassane Ndiaye, qui était ministre de l'Enseignement supérieur en ce temps. Donc, il approche le président Houphouët et dit, ah, on va à l'agrégation, il y a un seul poste pour 2 candidats. Donc, moi, je suis venu voir pour présenter une communication au Conseil des ministres pour qu'on augmente le nombre de postes en cardiologie. Houphouët-Boigny dit non. C'est pour qui? Il dit non, c'est pour notre jeune frère du MESI, président du MESI, qui travaille bien, qui est brillant. Il faut qu'il soit agrégé. Houphouët-Boigny dit non, je n'ouvrirai pas de 2e poste. Il va aller compétir sur ce poste. S'il n'est pas admis, dans 2 ans, il reprend. Parce que si j'ouvre un poste, demain, c'est vous les politiciens qui allez dire que j'ai donné gratuitement l'agrégation à Djikabi. Et nous sommes partis à Madagascar compétir. On était 2 sur le poste et j'ai été brillamment admis. Voilà, donc voilà Houphouët-Boigny. Il faisait confiance aux compétences. Et c'est là. Et ensuite, quand je faisais mon stage, parce qu'après, il faut faire, avant l'agrégation, je fais un stage. Il m'a envoyé aux États-Unis. J'ai fait Boston. L'hôpital des enfants malades. C'est l'un des premiers grands cardiopédiatres africains. Il y avait un Éthiopien et moi. Donc j'ai fait Boston. Et c'est ça, plus tard, quand il m'a appelé à son chevet, il a dit, tu comprends maintenant pourquoi tu es parti en France, tu es parti, je tenais à ce que tu ailles aux États-Unis, parce que c'était pour que tu t'occupes de ton père que je suis. Et alors, que je te reçois chez moi, pas en tant que médecin, non, pas en tant que médecin, mais c'est mon fils qui vient s'occuper de son père. Voilà. Donc voici l'histoire avec Houphouët-Boigny. Des bons moments, hein? Ah oui? Des bons moments avec Houphouët. Ah oui, très bons moments, c'était très bien. Et ensuite, bon, malheureusement, comme c'est un homme, il est parti et le président Bédié est arrivé. J'ai été témoin, parce qu'on était à Masseran, j'ai été témoin, il m'a parlé. Masseran, c'est là où habite le président Houphouët à Paris. J'étais à Masseran et j'étais dans son intimité, il y avait Oyen, moi, j'étais le médecin. Et je vais vous raconter une anecdote. Un jour, à 3 h du matin, on t'appelle, on dit, le président veut te voir. Bon, tu es médecin, paniqué. Ah, je m'en vais, il est réveillé. Il dit non, il voulait discuter. Puis à 3 h du matin? Oui, de 3 h du matin à 7 h, il m'a parlé du PDCI, il m'a fait un enseignement du PDCI. Et c'était souvent comme ça. Et chez le président, dès qu'il se réveille, tout le monde doit être réveillé, il va vous appeler, vous réveiller. Parce que tout ce qui vous êtes obligé d'être en périphérie de son domicile? Non, moi j'étais à l'intérieur même parce que j'étais son médecin. Donc je disais que j'ai passé de très bons moments. Il m'a vraiment encadré comme un père. Et puis il m'a parlé du président Bédié. Et je le dis, il a dit, je vous laisse le PDCI et Bédié. En quelle année? En 93, avant de mourir. Il dit, je vous laisse Bédié, le PDCI. Les temps seront durs, mais il faut tenir. Il m'a dit, il a parlé au président Bédié aussi. Et il a fait, et je l'ai dit dans mon témoignage lors des obsèques du président, Houphouët-Boigny a fait les choses dans les règles de l'art. Il a transmis le PDCI. Je ne peux pas dire le pouvoir de la République, mais il a transmis le PDCI au président Henri Konan Bédié. C'était le 3 octobre, dimanche 3 octobre 1993. Il a imposé Bédié? Non, il n'a pas. Non, Bédié était président de l'Assemblée nationale. Il était le dauphin constitutionnel. Et pendant sa maladie en octobre, le 3 octobre, il a convoqué le président Bédié. Ils sont restés ensemble le dimanche 3 octobre 1993, de 9 h à 16 h, sans que personne n'assiste à la réunion, sans même avoir accès à sa chambre. Il a reçu en chambre de 9 h à 16 h. Et le président Bédié est sorti, il nous a salués et puis il est parti. Donc ça, c'était, à mon sens, le moment de la transmission du pouvoir, parce que 2 mois plus tard, en décembre, le président va décéder. D'accord. C'est que, donc, Bédié était un testament pour moi. Bédié était un testament que Houphouët-Boigny m'a légué. Donc, fidélité. J'ai été ministre, je suis parti du gouvernement.
Ensuite, Ministre, la vous, santé. vous avez eu quelques écueils? Non, c'était des trucs, des propagandes toujours. On dit, bon, des trucs de détournement. Oui, jusqu'à présent, ça vous suit, vous n'avez pas encore... Non, mais parce que ça ne me suit pas, parce que je n'ai rien fait. Vous n'avez pas pris cet argent? Non, il y a eu un non-lieu. D'accord. C'est devenu une légende politique. Quand les gens veulent critiquer quelqu'un, ils en parlent, mais il y a eu un non-lieu. Bon, donc il n'y a pas eu de problème. C'était un montage. C'était un montage. Donc, avec cette complicité que le président Houphouët a créée entre vous et le président Bédié, oui. Comment ça a été votre collaboration avec le président? Nous le connaissions déjà et le président avait fait les choses sans que je vois. D'abord, en 1991, j'avais la journée de l'étudiant et le gala de la fin des étudiants. Le président devait venir, il s'est fait représenter par le président Bédié. Ça, c'était, excusez-moi, en 81. En 81, il s'est fait représenter par le président Bédié. Et puis, en 91, le président m'a demandé, Houphouët, m'a demandé de mettre sur pied la JPDCI. Parce que pour la petite histoire, le MSI a été dissous en octobre 1990 sur la pression des caciques et de certains barons du PDCI qui trouvaient que le MSI n'était pas utile. Donc le MSI a été dissous et comme vous étiez comme la FESI d'aujourd'hui. Attends, oui, non, plus que ça. Donc, comme la nature a horreur du vide, dès que le MSI a été dissous, la FESI est née. Et la FESI a commencé à créer des problèmes parce qu'il n'y avait plus de syndicats du PDCI forts sur le terrain. Donc la FESI est née. Et c'est comme ça que le président Houphouët va me faire appel en 1991, par l'intermédiaire de Fologo, me demander de remettre en place une organisation de jeunesse. Donc, je suis le président du congrès constitutif de la JPDCI actuelle qui existe. Et toute son organisation et tout cela avec des amis. Il y avait il y avait Georges Armand Ouyen, voilà, il était avec moi. Et nous avons mis, il y avait les Amadou Soumaoro, voilà, nous avons mis en place la JPDCI. Voilà. Et à la JPDCI, nous étions tellement... C'était la belle époque. Hein. Oui, nous étions tellement... Non, c'était déjà le multipartisme en 90. Hein. Mais c'était quand même bon. Oui, oui, toujours. Donc, nous étions tellement idéalistes qu'on n'a pas mis de barre. On dit, tous ceux... On n'a pas dit, bon, les candidats, les deux premiers font le deuxième tour. On a dit, tous ceux qui ont plus de 5% vont au deuxième tour. Parce que nous, on a pensé que beaucoup de personnes ne peuvent pas avoir 100%. Alors, il y avait peut-être 18 candidats. Oui, et puis il y a 8 qui ont eu 5%. Ils vont au deuxième tour. Ah, oui, ils vont au deuxième tour, on est piégé. Ils vont au deuxième tour. Ils vont au deuxième tour. Oui. Donc, je vais voir c'était à Yamoussoukro. Je vais voir le président chez lui, à la maison. Il dit à Monsieur le Président, nous sommes dans le pétrole, il y a 8 candidats pour le deuxième tour. Il dit, bon, va régler ça avec le président Bédié. Et Bédié, le président Bédié, président de l'Assemblée nationale, était chez lui et aussi à Yamoussoukro. Donc, je suis allé le voir. Quand j'ai fait l'exposé, il a dit, laisse-les partir. Parce que si tu veux négocier, chacun va te dire combien il a mis dans la campagne. Et comme tu n'étais pas témoin pour savoir la réalité, donc ils vont te donner des chiffres et qui va payer tout ça. En tout cas. Donc, va leur dire, ils n'ont qu'à partir. Donc, j'ai dit d'accord. Donc, je retourne au congrès, je réunis mon bureau, et puis on en prend tous les candidats. Et puis on dit, bon, deuxième tour, 8 candidats en liste. Il y a un qui prend la parole préalable. Il dit, on demande une pause concertation des 8 candidats. Donc, ils se sont concertés, et puis ils ont partagé le poste. Il y a un qui a dit, bon, toi, tu vas être élu président. Si tu es président, moi, je suis vice-président chargé de la vie scolaire. L'autre dit, je suis vice-président chargé du monde ouvrier. Et puis, il y a 4 qui se sont dégagés. Et c'est comme ça qu'à leur retour, ils ont présenté le Kone Mahamadou, le premier président de la JPDCI, comme leur candidat unique. Qu'est-ce qu'il devient? Actuellement, il est conseiller à la primature. D'accord. Okay. Donc, il a été directeur de cabinet sous Bédié.
directeur cabinet du ministère de la Jeunesse avant le coup d'État. Okay. Donc, c'est comme ça que Koné Mamadou est élu premier président de la JPD. Donc, c'est là que ça a commencé. Donc, en 93, 2 ans plus tard, on s'est retrouvés. Quand le président Houphouët est décédé, le président Bédié m'a coopté pour être ministre. J'étais ministre de la Santé, c'est ce que j'ai expliqué. Je suis parti, il y a eu le coup d'État. Alors, les gens parlent... Ce coup d'État. Ouais, bon, on ne peut pas qualifier, ça c'est de l'histoire. Il y a eu le coup d'État et il y a eu un problème. Mauvaise gestion. Bon, on a tout mis dedans. Le président Houphouët ne peut pas vous former. Oui. Et que juste quelques années... Oui, non, mais ça arrive. Hein. Bon, il y a tout ça là, c'est spirituel, il y a Dieu dedans. Hein. Mais le président Houphouët, il en a... Dieu voulait vous punir. Le président Houphouët en a déjoué beaucoup. Hein. Non, pas que Dieu va nous punir. Dieu n'est pas contre tout le monde. C'est un fait qui est arrivé. C'est arrivé, c'était aussi important peut-être pour la trajectoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Bon, donc, quand il y a eu le coup d'État, vous avez parlé de Gueye, les gens en parlent souvent. Oui. Mais je vais expliquer. Vous me donnez l'occasion d'expliquer mon idée. J'étais président du MESI, ancien, et puis il y a eu le coup d'État. Gueye Robert était ancien chef d'état-major du président Houphouët. Sa femme était présidente, qu'on appelle comité PDCI à Djamé, Madame Rose Doudou Gueye. Donc c'était un militant du PDCI, mais étant dans l'armée, il avait droit de réserve. Et le président Bédié est venu, il a nommé ministre. Voilà, après, il a été chef d'état-major, il est devenu ministre de la Jeunesse et des Sports, et puis il y a eu le coup d'État. Donc, à un moment donné, des doyens de l'Ouest, comme les Kidibo, tout ça, ils sont venus vers nous pour dire, ah, le président Gueye nous sollicite, tout ça, il veut être candidat pour le PDCI. Le PDCI avait choisi Bombay, et donc jusqu'à il n'y avait pas de problème. Et quand le Conseil constitutionnel, Tiakoné, a rendu son verdict, tous les candidats du PDCI-RDA ont été éliminés. Entre-temps, de façon stratégique, la candidature du président Bédié avait été déposée. Même si Bombay avait été choisi, elle avait été déposée de façon stratégique. Tout le monde a été éliminé. Il restait Djibo Nicolas, il restait Vaudier, il restait Gueye et il restait Babou. Moi, je suis un idéologue. Bon, j'ai mûri. Aujourd'hui, je vais vers un homme d'État, parce que j'ai été ministre, mais en ce temps, j'étais un idéologue. Et j'ai pris la parole à une réunion le 12 octobre 2020. Avec les Kalash 2000. Non, il n'y avait pas de Kalash. On était à la maison du PDCI dans la grande cour. D'accord. Les gens étaient là. J'ai pris la parole, après plusieurs personnes. J'ai pris la parole, j'ai dit que nous sommes à des difficultés. Quelle est la consigne? Le PDCI, le secrétaire général dit, il ne donne pas de consignes. Alors, est-ce qu'on fait un boycott actif ou on fait un boycott passif? Il n'y a pas de consigne. Donc, s'il n'y a pas de consigne, ça veut dire qu'on a un danger. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne directrice du parti. Donc, moi, j'ai pris la parole et j'ai fait un raisonnement. J'ai dit, les candidats que nous avons, et je dis exactement ce que j'ai dit le 12 octobre. Ça m'a valu ce que ça me vaut, mais après, certains sont venus me dire que j'avais raison. J'ai dit, le 12 octobre, j'ai dit quoi? J'ai dit, nous avons Djibo Nicolas. Mais on dit fonctionnaire international, on ne le connaît même pas. Ce n'est pas le PDCI qui va en faire un. C'est Nicolas Dilo. Nicolas Dilo. Voilà. J'ai dit, non, personne ne le connaît. Et j'ai dit, Mel Théodore, il était notre secrétaire général chargé des finances au secrétariat. On fait le coup d'État, il va de l'autre côté et puis il devient candidat. Bon, on ne peut pas le voter. Voilà. Ensuite, j'ai allé sur Vaudier. J'ai dit, Vaudier, bon, il a le PIT. Mais si on le met au pouvoir là, dans 5 ans, mais peut-être ne nous arrive pas à la cheville, mais va nous arriver à l'épaule et puis on va avoir des difficultés. Il dit, bon, Gbagbo, c'est le grand danger. Parce que Gbagbo a un parti politique structuré. S'il devient président, il va faire développer le FPI et pour que le PDCI revienne au pouvoir, ça va être difficile dans ma vision. La seule personne qu'on peut mettre, ça fait mal,
il a fait un coup d'État, on dit quelqu'un qui a pris ta maman. En tout cas, il y avait toutes les formules qui avaient été sorties par le doyen Jean Konambani. L'atmosphère était difficile, donc il fallait faire le contre-pied. Et j'ai pris le contre-pied, publiquement. Je n'ai pas fait ça derrière, c'est publiquement, dans la cour de la maison du PDCI, à Cocody. J'ai dit, oui, ça fait mal. Mais le seul candidat qui nous reste, que nous, on peut soutenir pour revenir vite, s'appelle Guéhi Robert. Oh, tout le monde a commencé. Oh, il suis Guéhi. Et puis, je lui ai dit, moi, à Gagnois, je suis au PDCI, un poteau électrique planté qui ne peut même pas bouger. Je suis militant PDCI d'abord, mais je suis en train de raisonner en tant que politique, en tant qu'intellectuel. Ah, donc c'est vous qui avez encouragé Guéhi à être candidat, puisqu'il était venu pour parler au parti. Guéhi était choisi, et puis c'est plus tard. C'est quand Diakoné a fait son arrêt qu'on a éliminé tout le monde. Oui. Quand on est parti à cette réunion, mais avant ça, je ne soutenais pas Guéhi. On était avec Bombay et puis Bédier. Donc, il n'y avait plus personne, il ne restait que... J'ai dit, bon, c'est Guéhi. J'ai dit, pourquoi? Et j'ai pris le risque, hein, parce que ça aurait pu me valoir des choses, parce que c'était le ministère. J'ai dit, vous voyez, Guéhi, vous savez qui c'est? Guéhi était nénuphar. Vous voyez le nénuphar? Il flotte sur l'eau, il n'a pas de racines. Il ne meurt pas non plus. Oui, il n'a pas de racines. Donc, s'il devient président, là, il va être président, premier ministre, PDCI, Assemblée, PDCI, tant. Mais je n'ai pas ajouté ça. Mais c'était la fois de la pensée. S'il est président, tous les postes pris par le PDCI, 5 ans plus tard, le PDCI reprend le pouvoir. Et puis, Bédier peut revenir. Et pour être encore président. Et j'ai été voué aux gémonies. Et c'est derrière ça qu'on court jusqu'à présent. Donc, de temps en temps, il y a des personnes à un haut niveau qui m'avaient commandé, il y a 5 personnes même qui sont venues me voir pour présenter les excuses que j'avais eu vraiment une vision. Et j'avais une vision. Oui. Et donc, je disais que voilà, donc il y a au moins 5 personnalités de haut rang qui sont des barons du PDC aujourd'hui qui sont venus me voir. Il faut dire qu'après réflexion, on avait tout à fait raison, j'avais eu raison, parce que dit l'erreur que nous avions commise en voulant rester dans notre posture, le PDC aurait dû constituer un gouvernement à l'extérieur pour faire pression. On était assis à Abidjan et on faisait la théorie et on n'était pas pragmatique. J'ai dit, bon, moi, je n'étais pas allé jusque-là, mais voici un peu le fond de ma pensée. Donc voilà, les gens en parlent, oui, mais j'assume, c'est une vision que j'ai eue, mais j'assume. D'accord. Et je n'ai pas dit ça derrière la porte, oui, j'ai dit ça publiquement. Donc, ce n'est pas à nier. De 1999 à ce jour, pourquoi le PDC n'a pas eu ce courage de faire un bilan sur ce coup d'État afin de se réorganiser à nouveau pour pouvoir récupérer le... Et puis vous êtes toujours, on ne sait pas, tantôt dans l'opposition... Ça c'est un fait. Bon, c'est factuel, il n'y a pas de discussion. D'accord. Voilà. Et votre alliance avec le RDR qui vous a supplanté aujourd'hui? Ensuite... vous savez, au Faux-Boigny, l'épine dorsale de l'oufouettisme, c'est le pardon et le dialogue. Et au Faux-Boigny a dit que le dialogue, c'est l'arme des forts. Donc si tu ne dialogues pas là, tu n'as pas encore atteint 10% de l'oufouettisme. Le pardon, le dialogue. Il y a eu beaucoup de choses. À un moment donné, avec la rébellion qui a éclaté, il y a eu la rébellion, parce que les actes sont pris par rapport à un environnement politique. Avant la rébellion, on n'était pas, RDR était de son côté, nous on était de notre côté, il y a eu la rébellion. Il y a eu Marcoussi. Cette rébellion, on vous a taxé d'être un des financiers. Non, Mpigo. Bon, ça c'est après là, ça s'est révélé chose. Faux. Ça s'est révélé faux. Vous n'avez même pas une frange dans la rébellion? Non. Ça, c'est pas le président Bédier. C'est pas la rébellion et puis la violence, ça c'est le totem du PDCI. Ok, d'accord. Voilà. Et Gbagbo disait à quelqu'un, je dis, parce que ça nous est revenu, parce que lui, il parle. Quelqu'un a dit, oui, les Bédier sont en train de faire brasse armée. Il dit, non, si vous venez me dire qu'il y a un problème d'argent, que quelqu'un du PDCI est impliqué,
Bon, je peux vérifier, mais si c'est pour la violence, là, PDCI n'est pas dedans. Donc, c'est le plus bel hommage que... Et le PDCI cohabite avec les gens qui ont été taxés, qui sont taxés de la rébellion. On est parti à Marcoussis. Oui. Non, c'est-à-dire que quand tu rentres dans un processus qui a des résultats, tu appliques le résultat. Tu ne veux pas rentrer dans un processus, bon, tu dis tu veux faire un match de football, on te donne les règles, vous partez jouer, on te bat, et puis après tu dis non, tu ne veux plus. Mais tu étais d'accord. On est parti à Marcoussis pour faire la paix. Arrivé à Marcoussis, c'est notre président, même le président Bédié, parce que la première doléance qui a été posée, c'est qu'on fasse des élections anticipées. Et le président Bédié dans un pays divisé en deux. Et puis le président Bédié a dit non, on garde l'ordre constitutionnel, que si on cède à ça, on ouvre la boîte de Pandore, Gbagbo reste au pouvoir et on fait les discussions autour du concept que le président de la République reste en place. Et c'est autour de cela que tout Marcoussis s'est déroulé. Sinon, si le président Bédié avait cédé pour dire qu'on va aux élections, mais on revenait de Marcoussis avec de nouvelles élections sans Gbagbo. Mais c'est le président qui a stabilisé, Bédié qui a stabilisé le pouvoir de Gbagbo. Pourquoi on discute? Parce qu'il dit après ça, parce que le PDC est constitutionnel. Voilà. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Donc, après, on a mis en place ce qu'on appelle le G10. Ils sont partis à Marcoussis. 7 partis politiques, j'avais un député, un maire représenté à l'Assemblée. Ils étaient 7. Et puis 3 mouvements rebelles qui vont devenir Force Nouvelle. Et ce nom a été trouvé par le président Bédié. Donc on était 10. Et quand on est venu, c'est le président Vaudier, à la réunion au PDCI, qui a trouvé le nom. Il dit on va faire G10. Les 10 participants à Marcoussis, on va faire des réunions pour voir comment faire aboutir le processus. Parce que le tout n'est pas de prendre des décisions, mais il faut faire un suivi. Et l'international avait fait le groupe international, le GIT. Bon, donc nous, le G10, on était le GIT national. Et au cours de cela, un jour, il fallait faire une marche parce que les choses n'allaient pas bien. Et c'est là que les partis de gauche se sont détachés, et qu'on appelle les Vaudiers et tout ça, et nous sommes devenus G7. Le G7, il y avait PDCI, RDR, UDPCI, MFA, plus les 3 mouvements, MPCI, MPIGO et puis MPJ. Donc, c'est comment on est devenu... Ceux qui ont élu domicile le Golfe. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont sortis, FPI, ils sont PIT, et puis I2C, ils sont partis. Et puis nous, on est resté G7, et PIT, ils sont partis. Nous, on est resté G7. Et puis on a continué de faire le suivi jusqu'à ce que les choses, au cours maintenant des accords Dakar, Pretoria, parce qu'on est passé plusieurs fois partout. Nous, en tant que secrétaire général, c'est Guillaume m'a dit qu'il accompagnait le président Bédié partout. Mais moi, il y a une proximité avec le président étant secrétaire général adjoint. J'étais au courant de tout ce qui se passait. Je ne participais pas, mais il faisait le compte rendu, je suivais. Et c'est comme ça qu'à Accra, il y avait les Akoto, Ouattara, Bédié, ils ont dit, mais dans tout ça là, nous sommes des oufouettistes. En 90, on était ensemble. C'est le pays qui est parti. Aujourd'hui, on est là. Pourquoi on ne se retrouve pas? Ils sont partis voir le président Bédié pour dire, mais en tant que le grand frère, réunit les enfants d'Oufoué-Boigny. En 2005. Ouais, c'est comme ça que c'est parti. Et en 2005, à Paris, on a fait le RHDP. J'y étais. Voilà, ça m'avait tellement choqué de voir le président Bédié, le président Ouattara, Madame Bédié, Madame Ouattara rentrer dans la salle. Oui. J'en avais été tellement choqué que j'ai réagi. Oui, parce que tu es de gauche. mais c'est ça la politique. Le pardon. Le pardon. Alors, le pardon. D'accord. Donc on a pardonné. Donc du G7, bon, mais nous on ne pourra pas faire un parti politique parce que le PDCI est à cheval là-dessus. Hein. On a fait le G7. Mais les 3 là, c'est de la rébellion. Ce n'est pas des partis politiques. Donc nous, les 4 qui sont là, on a fait RHDP. C'est pour cela que les Soros ne sont pas dans RHDP au départ. C'est le PDCI, le RDL, l'UDPCI, le MFA qui ont fait. Madaki était de gauche, mais il nous rejoint. Et c'est ça qui a fait le RHDP. Et les 3 mouvements-là, ils sont restés, ils ne sont pas partis politiques. Donc on ne s'est pas occupé d'eux. Et on a fait le RHDP. Bon. Pour aller
pour gouverner ensemble les enfants du football. Et puis, on a eu le pouvoir, mais puis après, bon, comme toujours, il y a eu des discussions, des mésententes, et puis on a cassé le RADP. Donc, si vous voulez, on peut en parler. Ça dit que, bon, avec vous, on peut prendre des jours et des jours, c'est tellement intéressant. Comme vous l'avez dit dès le départ, que je suis une bibliothèque parlante. Oui, c'est vrai. Alors, dans cette bibliothèque vient d'avoir un nouvel élément qui s'appelle Tidiane Thiam. Son avènement a été tel que vous avez tenté de vous candidater à la convention contre lui. Non, pas à la convention. Enfin, au Congrès. Alors, ça s'est passé à Yamoussoukro. Mais pourquoi vous dites le nom tenté? J'emploie l'expression tenté parce que vous avez osé. Il n'a pas osé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il n'a pas osé. Bon, je suis avec le président Bédié. Je suis chef du secrétariat exécutif. J'ai été formé par Oufoué. Oufoué m'a dit, je vous laisse le PDCI et Bédié. Bédié part. Il reste quoi? Il reste le PDCI. Oui, et puis vous? Non, bon, mais il reste le PDCI. Oui. Donc, le PDCI, le président décède. Et ce qui est, je n'étais pas là, mais tout le parti se tourne vers moi pour dire, Djikaoué, on fait quoi? C'est une grande marque de considération. Et moi, ayant participé au texte, j'ai dit, appliquons les textes. Le doyen des vice-présidents actifs doit être assuré l'intérim pour 6 mois et on fait les élections. Le vieux Kobli. C'est comme ça que le vieux Kobli a été choisi. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on dit, dans 6 mois, on dit qu'on va au Congrès pour choisir le président. Pas choisir, pour élire. Pour élire le président. J'ai le choix. Si je dis que je ne suis pas candidat, beaucoup ne comprendraient pas que Djikaoué ne soit pas candidat. Surtout qu'il y a quelques années, en 2018, lors du désapparentement au RHDP, j'étais le fer de lance qui a dit que nous sommes d'accord pour qu'on fasse toutes les alliances possibles, mais le PDCI ne peut pas être dissous. Et j'étais le fer de lance de cette bataille. Bon. Et le PDCI est resté, avec quelle que soit la situation, beaucoup sont partis, mais le PDCI est resté, parce que je ne pouvais pas être ancien président du MESI, être secrétaire exécutif, et puis assister à la dissolution, ou bien à l'absorption-dissolution du PDCI. Bon, donc j'ai pris position, tout le monde sait, ce n'est pas caché. Maintenant, voilà que le président décède, je suis là. Mais c'était une obligation morale pour moi d'être candidat. Donc, j'ai posé ma candidature, surtout que ce n'est pas interdit. Maintenant, ensuite, il y a un autre candidat. Les choses se sont passées. Je me suis retiré. Et pourquoi? Pourquoi? Je me suis retiré parce que j'ai été choqué. Et pourquoi ce choc? J'ai été choqué parce que... Vous n'êtes pas baoulé? Bon, ça, les gens le disaient, mais ce n'est pas ça. Parce que je savais que je n'étais pas baoulé, puis j'ai adhéré au PDCI. Donc ça m'aiguille sur le corps. On dit que souvent le PDCI... Oui, d'accord. Mais il y a encore des gens qui réfléchissent comme ça parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la modernité. Mais moi, je n'étais pas baoulé. Et puis j'étais président de Messi. Et puis je n'étais pas baoulé, j'ai soigné au fouet. Je n'étais pas baoulé, Bédié m'a nommé secrétaire exécutif. Donc là, moi... on parle du président du PDCI. Oui, non, attends. Ce que vous racontez... Mais il n'y a pas de... donc vous voulez dire qu'au PDCI, il y a un verre au-dessus qu'un homme baoulé ne peut pas... casser. Enfin, c'est ce que nous avons constaté à la suite de tout ce qui vous est arrivé. D'accord, maintenant, la réalité, il y a ça, je ne dis pas, parce que j'ai appris beaucoup, mais la réalité, c'est que en 2020, le président Ouattara s'est porté comme candidat. Je suis témoin, le président ne pouvant pas aller, c'est moi qui suis allé aux réunions, et quand on faisait la révision de la Constitution pour 2016, le ministre de la Justice, tous les rédacteurs de la Constitution, les Ouagaoubou, tout ça, ils nous ont dit qu'il n'y a pas une possibilité de 3e mandat. Et puis, chemin faisant, il y a 3e mandat. J'ai été choqué. Donc, je me suis exprimé sur RFI. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Donc, on a dit, on a fait, nous, la lutte qu'on a menée, c'était pour amener le président. Mais il y avait le 3e pont que vous aviez qualifié d'état magistral. On est 2e, on n'a pas dit 3e, on dit 2e mandat. Il est là, hein? Il est encore là, hein? Le 3e poste, oui. Il envisage prendre un 4e mandat. D'accord. Bon, on parle de passé. On parle de votre, de votre éjection à la... Attends. On passe, donc, on s'est opposé, comme dans toute lutte politique, quand il y a le dessus, bon,
j'ai été emprisonné. Et c'est un passage. Oui, mais ça, c'est bon, le CLT. Oui, c'était un passage de l'histoire. Bon, ça fait partie de mon CV, mais je suis sorti, Dieu merci. Après. Donc, vous avez eu la chance de sortir parce que vous étiez malade. Oui, d'accord. Bon, il fallait qu'on vous sorte de la prison. prison. Je suis sorti. Bon, d'accord. Bon, vous êtes au courant de tout. Je suis sorti, Dieu merci, je suis sorti et je suis là. Donc, il fallait que je sois candidat. Donc, et je suis sous contrôle judiciaire pour qu'on me sorte. Et je suis candidat. Et mon parti me reçoit. À un haut niveau des vice-présidents, des gens qui me reçoivent, qui devaient même nous protéger. Ils me reçoivent et disent non, que parce que tu es en contrôle judiciaire, tu ne peux pas être candidat, c'est gênant. Alors que, sous ce contrôle judiciaire, j'ai déposé mes papiers au Conseil constitutionnel, j'ai été élu député. Alors que le dossier du député est le même que le dossier du président de la République. Seulement, c'est la caution qui change. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? J'ai rempli les critères pour être président de la République, candidat à la présidence de la République. Le Conseil... Vous avez été floué alors? Non, attends, non, c'est une méchanceté. C'est une méchanceté. Ah, vous avez pris ça comme une méchanceté? Ah oui, oui. Et j'ai été choqué que c'est eux qui devaient me soutenir, qui avancent ça comme un obstacle. Je n'ai pas apprécié, ce n'est pas militant. Donc je me suis dit, mais le parti a cessé d'avoir des combattants. Parce que si on veut avoir des militants de salon et qu'on ne peut pas avoir des gens qui donnent leur poitrine, qui peuvent faire la prison, et qu'on prenne la prison comme un anathème, ben, ça veut dire qu'on est mal parti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai retiré ma candidature. Quelque temps après, le pouvoir m'a retiré le contrôle judiciaire, mais j'ai dit, je ne continue pas. Bon, les mêmes qui avaient retiré ma candidature, qui avaient fait un communiqué, ont commencé à dire non, ils n'ont jamais dit qu'ils m'avaient retiré. Bref, mais moi, c'est bien sûr, j'étais retiré. J'ai été retiré parce que j'ai été choqué par des dirigeants de mon parti qui, au lieu de protéger, ont voulu régler des comptes. Et Tidiam Thiam, quels sont vos rapports aujourd'hui? Des très bons rapports. Moi, je n'ai rien contre Tidiam Thiam. Tidiam Thiam est venu me voir, je l'ai soutenu. J'ai appelé tous ceux qui me soutenaient à voter Tidiam Thiam au Congrès. Donc, il n'y a aucun problème. Il est président. La dernière fois il est président du parti, mais il y a eu deux visions qui se sont opposées. Il faut qu'on explique. Moi, tu dis, étant avec les anciens depuis longtemps, je sais un peu le pourquoi et le comment des choses. Quand le président Bédier est décédé, j'ai dit quoi? Les timoniers, les gars de légitimité, ceux qui ont été présidents de la République en même temps président du PDCI-RDA, ils ne sont plus. Nous devenons tous des militants ordinaires. Deuxièmement, la nation, quand il y a eu le coup d'État en 2000, il y a eu une constituante. On a pris des sommités pour faire la nouvelle constitution. Et dans la nouvelle constitution, ils ont mis que le président de la République ne doit plus être président de parti politique. Donc ça veut dire que c'est une idée... Ça, c'est au niveau du PDCI, ça? Ou non, au niveau national? National. Mais attendez. Le président Ouattara est toujours président du RHDP. La constitution de 2000. Je vais vous faire donc, et c'est pour ça que quand Gbagbo a été élu président, 6 mois après, il a organisé un congrès, puis Afingué est devenu président du FPI. Parce que c'était dans la constitution. Et ils ont respecté. Donc, oui. Donc, ça veut dire que dans l'esprit des Ivoiriens, on ne doit plus mélanger président de la République avec président du parti. Et quand on est parti à la révision de la Constitution en 2016, les gens ont mis dedans que le président de la République peut être président du parti. Et comme j'étais à la réunion, j'ai pris la parole. J'ai dit à Monsieur le Président, si on fait ça, c'est un recul démocratique. Et puis le président Ouattara a reconnu, il dit, ah oui, le Djikawi a raison. Bon, on va biffer la phrase. Donc aujourd'hui, quand vous lisez la Constitution, c'est muet. C'est-à-dire? Non, ce n'est pas écrit que le président de la République ne peut pas être président de la République. Ça n'existe plus. Non, dans la Constitution ne dit pas que le président de la République ne peut pas être président du parti. Oui. Et la Constitution ne dit pas que le président de la République peut être président du parti. C'est muet. Donc chacun interprète. Okay. Donc Ouattara interprète. D'accord. On parle de Tidiam Thiam. Oui, non. Je veux vous dire un peu.
la Constitution. Donc, je vais à mon idée. Donc, moi, je dis qu'actuellement, nous, on est des cadres, on est nombreux, et que dans les grandes démocraties, comme aux États-Unis, et le Ghana, le MPP l'a expérimenté, le président du parti doit être différent du président de la République. Mais vous venez de le du dire. Candidat. Non. Vous venez de le dire que dans la Constitution, cette phrase a été muette. Non, c'est pas ça. Je veux dire, j'ai fait ce rappel pour dire que dans l'esprit des Ivoiriens même, le président du parti même doit être différent du président de la République, même si le président actuellement cumule parce que la Constitution ne le lui interdit pas. Mais mon idée, si on veut aller, il faut un PDCI, celui qui devient président du parti là, il n'a qu'à oublier la candidature à la présidence de la République pour se consacrer exclusivement au parti. Parce que la gestion du parti est très prenante et la préparation d'une campagne est exigeante. Alors avant, Oufoué, il était là, il était candidat. Bédié est venu, il y a eu la convention. La première fois, il a été candidat. Bani devait être candidat. Akabe aussi devait être candidat. Attends, non, laissez-moi. Parce que les choses ne sont pas aussi simples que ça. En 2015, en 2010, Bani devait être candidat. Et on est rentré en mouvement. Parce que, pour Bani? Non, pour que Bani se retire. D'accord. Et les gens disent non, comme Bani est à la BCAO, il faut faire des tests. Bédié dit non. Tout le monde peut être candidat. Donc, il a mis les gens à l'aise. Et puis, on a fait un travail de fond pour que Bani retire sa candidature pour que Bédié soit seul. Donc, ce n'est pas automatique. C'est la raison pour laquelle, quand en 2015, le président Bédié a fait l'appel de Daouko. Ça a choqué tout le monde. Non, à l'appel de Daouko pour dire qu'on n'a qu'à continuer à RADP avec Ouattara, Bani a dit qu'il n'est pas d'accord parce qu'on lui avait dit de se retirer en 2010 pour être candidat en 2015. Voilà, il a raison. Pourquoi Bani s'est rebellé? Il avait raison. Bon, d'accord. D'accord, il avait raison. Bon, c'est que Bani s'est rebellé. Maintenant, deuxièmement, en 2020, rebelote. Le président Bédié, il était candidat, notre candidat. Kakabe s'est présenté comme candidat. Mais on l'a accepté. Ah non, vous ne l'avez pas accepté. Si, on l'a accepté. On a accepté sa candidature. Oui, mais à la convention, attends, mais vous avez voulu tripatouiller encore pour... On n'a pas... Non, le PDCI, on peut lui reprocher tout, mais le PDCI, c'est le parti qui respecte les textes. Il y avait des critères pour être candidat. Et il y a un critère, par exemple, Kakabe ayant fait, s'étant, qu'on appelle, retiré du parti, il n'est pas parti, mais il s'était mis en congé presque du parti. Il était député de Port-Boué. Quand il a été battu, il n'a plus allé quelque part. Il n'était dans aucune délégation. Or, pour être militant du parti, il faut être dans une délégation. Au lieu d'aller prendre un papier à Port-Boué, il est parti prendre son papier à Bokanda. Oh, il ne milite pas. Donc, c'est ça qu'il a éliminé. D'accord. Revenons sur le cas Tidiam. Attends, non, mais je reviens. Parce qu'on n'a pas assez de temps et c'est intéressant. Non, attends, c'est très rapide. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez ma démarche. Donc, je dis, si le président du parti n'est pas candidat, ça met les gens à l'aise. Ça permet de bien préparer la candidature. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, quand on va aller au congrès, ou à la convention, Tidiane Thiam aura des candidats contre lui. Depuis Bédié, il y a toujours candidat, mais c'est parce que... Jean-Louis Bion. Non, je ne dis pas le nom. Non, moi je vous dis. Non, attendez, non, laissez-moi Jean-Louis Bion. Laissez-moi finir mon idée. Bédié a eu des candidats contre lui. Bani, on l'a mis dans les rangs. Bédié a eu candidat contre Kakabe. Quand on ne l'a pas accepté, il est parti indépendant contre Bédié. Donc, ça veut dire que la tradition, là, il y aura candidat à la convention. Deuxièmement, il y en a qui disent, j'emprunte là-dessus, pour que Thiam sache bien, sache bien prendre les choses. Au congrès, on a confié à Thiam de tout faire pour qu'on revienne au pouvoir en 2025. Mais ça, c'est les résolutions du congrès. En 2013,
Vous voulez qu'il soit le cuisinier, mais il ne doit pas être sur la table à manger. Je vais vous expliquer. En 2013, au 12e congrès, on a pris une résolution pour dire on demande au président Bédié de nous ramener au pouvoir. C'est-à-dire que lui-même, il va, ou bien il trouve quelqu'un. Et qu'est-ce que le président Bédié a fait? En 2015, il paie appel de Daoukro, il choisit Ouattara. Mais Ouattara n'était pas un militant actif. Ça nous a valu d'aller à un congrès extraordinaire en février 2015 pour changer cette résolution du congrès pour dire que toute personne choisie par la convention du PDCI peut être candidate du PDCI. C'est ainsi qu'on a fait une convention. Attendez, les Ivoiriens, ils oublient. On a fait la convention au stade où Fouette-Boigny. Il y avait Bédié, il y avait Ouattara, tous les partis. Convention où chaque parti politique est venu donner son soutien à Ouattara. Donc, nous, on a fait une résolution de la convention du PDCI qui donne mandat à Ouattara pour être chaud. Donc, même si le Congrès a demandé à Tidiane de nous amener au pouvoir, on passera obligatoirement par la case convention. Avec des primaires? Oui, mais il y aura des candidats. Jean-Louis Bion est candidat, je vous informe. Si vous n'êtes pas bon, mais je prends l'information. Vous-même aussi, on nous a dit que le fait d'avoir fait la prison... Non, moi, je ne suis pas candidat à la présidence. Et vous soutenez, si Jean-Louis Bion et Tidiane sont candidats... Non, on n'en est pas encore là. Oui, à supposer. Non, il n'y a pas de supposition en politique. Moi, je ne vais jamais de politique fiction. Tel qu'on voit dans la démarche de M. Tidiane, c'est un monsieur qui est parti pour être candidat. Mais c'est normal, il est président du parti. Il a dit qu'il voulait être président du PDC pour mieux préparer sa candidature. Il avait déjà les vérités des candidatures. Quand moi, il était candidat. Vous le soutenez dans cette démarche-là? S'il est vraiment non, mais à partir du moment où ce n'est pas écrit au PDCI que le président du parti ne peut pas être candidat, il a le droit d'être candidat. Et s'il est candidat, vous le soutenez? Non, on n'en est pas encore là. Oui, c'est le président du parti. Nous, on fait de l'anticipation, professeur. Non, mais on n'anticipe pas. Il est président du parti. Oui. Donc, il gère le parti. Parce qu'avant d'aller à la candidature, on va faire le bilan du parti. Le président du parti. Si aujourd'hui, il peut être, à un moment donné, il peut ne pas être l'homme. Parce que la politique, là, c'est mouvant. Hein? Oui. C'est mouvant, il n'y a pas... d'appréciation des choses du moment. Ah bon, c'est mouvant. Mais pour l'instant, Diam, il est notre président. Et comme on le dit souvent, parce que je l'ai dit, je ne veux pas me dédire aujourd'hui. Parce que je ne suis pas, qu'on appelle, un militant... qui dit les choses selon la situation. Je suis constant, je l'ai toujours dit, le président du parti, selon nos textes actuels, est le candidat naturel du PDCI-RDA. Donc le candidat naturel du PDCI-RDA, c'est Tidiane Thiam. Ok. Alors, maintenant, il faut qu'on sache que ce candidat naturel-là peut avoir des candidats contre lui à la convention. Parce que si on le qualifie de naturel, c'est qu'il y a d'autres qui ne sont pas naturels, donc ils existent. D'accord. Voilà. Okay. C'est ce que je veux qu'il soit dans la tête des gens pour qu'on en tienne compte pour la marche qu'on va faire jusqu'à la convention. Quels sont vos rapports avec le RHDP aujourd'hui? Quels sont vos rapports? Paraît-il qu'on vous courtise, on vous soudoie, on toque à votre porte pour que vous les rejoigniez? Non, mais non, le RHDP, c'est que je suis PDCI-RDA. Quel que soit? Non, mais je disais que je suis un meuble du PDCI-RDA. C'est mieux même pour le RHDP que je reste au PDCI. Si je vais au RHDP, je vais apporter quoi? Alors, à ma personne, rien. Alors, vous êtes à la fois député. Comment vous gérez tout ça? Non, je suis député. Oui. Oui, mais aujourd'hui, je n'ai plus de charge à la direction du parti. Donc, on vous a contraint à la retraite, entre guillemets, honorifique. Vous êtes un membre honorifique. Monsieur, on peut parler, mais moi, en politique, il n'y a pas de retraite. D'accord. Je suis militant du PDCI-RDA. Je suis un des baron du PDC à Gagnois, où je suis député. Et en tant que député, je fais mon travail. Et le travail que j'ai commencé à faire, c'est mettre l'accent sur le foncier rural. Parce qu'en tant que politique, connaissant le terrain, si ce dossier n'est pas réglé dans les 10 ans qui viennent, c'est une bombe. Or, le gouvernement a bien fait de prendre une loi, de faire des décrets pour donner la possibilité de reconnaître les droits coutumiers pour que ceux qui sont dans les terroirs puissent avoir leur certificat
délimitation, des certificats de délimitation. Comme ça leur appartient. Et puis maintenant, ils rentrent en famille pour avoir les certificats fonciers. Mais d'abord, faire la délimitation des terroirs villageois. Et c'est ce dossier-là que je suis en train de piloter actuellement au niveau de ma circonscription électorale. Et après, je vais l'étendre sur mon département de Gagnoa et la région. Pourquoi pas? Alors, quand je préparais cette émission, je me suis confié à quelques classiques du PDCI. Ils m'ont dit, mais Dikaboué, c'est un roublard. Il est très fin. Il faut faire très attention parce qu'il a un PORHDP, il ne va pas soutenir Tidiane, il est ambigu. Ça, c'est un jugement. C'est-à-dire que les gens, ils projettent leur être sur les autres. C'est comme ça, eux, ils pensent que tout le monde est comme ça. Mais parce que vous êtes très amis à Bitogo. Ah oui, mais je suis frère à Bitogo. Alors, on a travaillé ensemble depuis longtemps. Le RADP, quand tu as dit que tu étais choqué, c'est nous qui avons fait. Il y a Bitogo, il y a Kossi Bendio, il y a moi-même. Nous sommes les pivots. On a travaillé ensemble. On a gardé des amitiés, mais ça n'a pas empêché que j'aille en prison. Oui, mais c'est parce que vous avez fait le CNT. Non, je veux dire que nous sommes des frères, des amis. Et justement, vous me donnez l'occasion de toucher du doigt l'un des éléments du testament que le président Biti m'a laissé. Il ne m'a pas dit que je le remplace, mais étant son proche collaborateur ces dernières années. Il a fait un discours important devant le bureau politique. Il dit, toute la force qui lui reste, ses dernières énergies, il va les consacrer à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et il a dit, il pense à un système démocratique où les intérêts personnels sont sacrifiés sur l'autel de l'intérêt général, sans préjuger des chapelles politiques. C'est-à-dire, voilà. Donc, voici l'idée qu'il a laissée. Il a laissé dans mon esprit qu'on doit aller au dialogue. Et que s'il n'y a pas de dialogue, la Côte d'Ivoire perd. Vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez utilisé tout à l'heure la belle époque. Houphouët-Boigny nous dit, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est plus que ça. Aujourd'hui, dans le même parti politique, est-ce que les gens boivent chez tout le monde? Il y a trop de substitutions. Est-ce que les gens mangent chez tout le monde? Il y a trop de doutes. Alors, est-ce que c'est un élément d'un autre parti politique qui va t'inviter et puis tu vas manger chez lui? Non. Donc, à partir du moment, mais comment vous pouvez aller prendre le pouvoir? Comment vous pouvez faire la politique si vous ne pouvez même pas vous asseoir? Parce que tu ne peux même pas dire le fond de ce que tu penses à quelqu'un parce que tu penses qu'il va te vendre. Donc, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Il faut travailler ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de paix. Aujourd'hui... Mais le président Ouattara a échoué à la réconciliation puisqu'il avait mis... Qui ça? La réconciliation. Oui. Il y a eu un ministère qui avait été dédié. Oui, mais c'est ça le à la suite de ces résultats positifs selon le président Ouattara. Le président... Qu'il a démis le pour dire que la réconciliation est totale et parfaite. Le président Bédi a dit qu'on doit faire la réconciliation. Je vous dis, je dis la paix n'est pas une absence de guerre. La paix, c'est plus que ça. C'est l'harmonie. Parce que tout à l'heure, vous dites, les gens sont choqués. Pourquoi je suis ami ou frère à Bitogo? Mais ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. Et nous qui venons, on est universitaires, on a appris des principes. Il faut, à l'Assemblée, ce que nous vivons aujourd'hui, on va arriver là-dessus tout à l'heure. Il faut être capable dans la nation de porter ses idées, accepter qu'un autre porte d'autres idées, et c'est le combat d'idées. Et puis après, vous êtes des frères, vous êtes des Ivoiriens. Parce que l'idée que vous portez là, ce n'est pas pour vous, c'est pour les Ivoiriens. Donc, acceptez aussi que quelqu'un porte une autre idée. Mais ce que j'ai remarqué, et puis c'est fait par des intellectuels de haut niveau. Il y a des ingénieurs des ponts et chaussées, il y a le débat aujourd'hui, il est ordurier. Quand quelqu'un ne pense pas comme vous, qu'il vous critique net, vous l'insultez. Vous l'injurez. Mais ça, ce n'est plus de la politique. On doit se lever. Et c'est nous qui devons... On fait ça à l'Assemblée nationale. Et je veux dire, l'opposition, les gens, il y a le RADP a des députés plus que nous, donc c'est normal. Il y a le vote mécanique. Donc ce que nous on dit, la population. Mais je vais vous donner un exemple. La session qui vient de terminer. La session qui vient de terminer. Il y a eu un problème sur la dette. L'opposition a critiqué que l'endettement... Après, ce n'est pas nous qui gérons la dette, donc on ne connaît pas tous les tenants, mais nous on voit... On dit l'endettement est fort, on a critiqué la dette. Et le président
a eu une belle initiative, il faut le reconnaître, de prendre tout, le président Ouattara a eu l'initiative de prendre tous les textes épars pour faire une loi pour gérer la dette. Donc c'est une bonne initiative. Et au cours de la discussion de cette loi, l'opposition a posé un certain nombre de problèmes. On dit qu'il faut plafonner la dette dans la loi des finances. Deuxièmement, le ministre des Finances, il gère la dette. Et il doit prendre un arrêté pour définir les modalités de gestion de la dette. Nous, on dit non, comme c'est toi qui gères là, tu ne veux pas dire comment tu gères, il faut que ce soit le président qui prenne un décret pour dire comment on gère la dette. Nos amis ont dit, il ne marche pas. On a dit de mettre dans la loi que la dette doit profiter aux choses qu'on appelle, aux champions nationaux. Ils n'ont pas voulu mettre. On a dit, les gestionnaires de la dette, il faut inclure le ministère de l'économie. On dit non, le ministère de l'économie, c'est un ministère technique, il reprend le ministère technique. Donc, 1, le plafonnement de la dette. De 2, le décret de gestion de la dette. De 3, le refus de mettre les majeurs, les champions. Et puis 4, ce que je viens de dire. Donc, on a voté contre. On dit, l'opposition est de mauvaise foi. 18 juin, au Congrès, le président Ouattara nous a donné raison à l'opposition. Pourquoi? Parce que quand un président de la République, pour faire l'état de la nation, qu'il vient au Congrès pour dire la dette est maîtrisée, ça veut dire que c'est un problème. Donc, il nous donne une réponse. Il nous dit que la dette est maîtrisée. De ne pas vous inquiéter. Oui, mais ça veut dire qu'il est conscient que la dette est là. Donc, on n'a pas tort. Deuxièmement, il dit quoi? Qu'il va faire la promotion des champions nationaux. On n'a pas encore vu ça. Non, mais il a dit le 18 juin, c'est avant-hier. Donc, pour moi, je suis content. Ça veut dire qu'il nous a donné raison. Alors, donc, l'opposition n'est pas aussi... Et il a parlé du coût de l'électricité. On avait critiqué. Il nous a donné raison. Il a parlé du coût de la cherté de la vie. Votre facture, comment vous... Elle est très élevée. C'est-à-dire? Très, très élevée. On ne va pas dire ça à la mais ça a doublé. Tout le monde. Mais le président... Vous avez les moyens de payer alors que la pauvre, ménagère... Oui, mais ça grève le budget. Je n'ai pas d'argent plus que ça. Quand je paye 100 000, que je paye plus, c'est la même chose. Donc, et puis, le coût de la vie, là, c'est tout le monde. Que tu sois RADP, PDCI, PPACI, c'est même... En fin d'émission... Attends, je vais rapidement. Oui, je vais finir rapidement. Donc, le président, il a reconnu la cherté de la vie. Il a reconnu, même s'il ne nous a pas donné comment il va faire pour faire baisser ça, mais il a reconnu. Donc, ça veut dire que l'opposition est dans son droit. Donc, l'opposition, on doit s'opposer, on doit dénoncer, c'est notre rôle. Il appartient maintenant à ceux qui gouvernent de regarder ce qu'on dit. Parce que c'est bon même pour le président qu'il ait une bonne opposition qui critique. Voilà, moi, voici ce qu'on m'a appris en politique, en étant la opposition. Par exemple, le ministre de la Santé fait un dispensaire à Koumassi. Et puis il va l'inaugurer. Et puis on me donne la parole du Kavier. Il dit oui, il a fait un dispensaire, c'est bon pour la population. Mais si moi j'avais été ministre, il en aurait fait 2 en même temps. Parce que la population mérite 2. D'accord. Voilà. Alors, voilà, c'est comme ça, on s'oppose, mais ce n'est pas des injures. La dernière question. Et puis les autres qui sont au pouvoir aussi, si on les critique, ils n'ont qu'à donner des réponses objectives, intellectuelles et non des injures. Okay. Voilà. 2025, la dernière question. La Côte d'Ivoire va passer à une élection présidentielle très importante. Oui. Ça vous les élections ont toujours été importantes. Oui, mais bon, souvent inquiétant, ça inquiète les gens. Ils se disent, les gens étaient toujours inquiets depuis le multipartisme. Alors comment vous voyez 2025? Avant, pendant et après les résultats? Mais je vous ai dit tout à l'heure, 2025 dépend du niveau de dialogue et de réconciliation des Ivoiriens. Et ça n'existe pas pour le moment? Ce n'est pas au point. Okay. Donc, le président de la République, l'invitation, ne doit pas s'arrêter sur le dialogue. Il doit continuer à dialoguer pour casser toutes les résistances et puis pour que les Ivoiriens soient contents. C'est-à-dire que, vous voyez, bientôt on va aux élections. Mais 5 ans, ce n'est rien. C'est-à-dire que quand tu rentres en politique et tu veux faire la politique, là, multipartisme, il faut avoir en tête l'alternance démocratique. Parce que si le PDCI-RDA a quitté le pouvoir, quels que soient les moyens, je ne vois pas quelqu'un qui... Le PDCI n'a pas quitté le pouvoir. Non, le PDCI a vécu un coup d'État. Oui, non, si incapable de faire un bilan pour revenir. Le PDCI-RDA a géré, est parti. Je ne vois pas
qui peut gérer, qui ne partira pas. Et donc, aujourd'hui, nous qui sommes politiques, là, mettons-nous dans la tête... Départ démocratique ou bien départ de force. Non, quel que soit, mais demandons-nous dans la tête que l'alternance démocratique, c'est ça qui est le fond de la... qu'on appelle... De la bonne santé démocratique. De la bonne santé démocratique. OK. Votre mot de fin, parce qu'avec vous, c'est très, très enrichissant. Non, mon mot de fin... Votre mot de fin? C'est dire que l'opportunité que vous me donnez pour faire un peu ce balayage. Je pense qu'il y a d'autres choses encore. Et ensuite, la façon dont vous m'avez présenté, ce qui m'honore, et puis le message que je vais laisser à partir de maintenant, pas avant, mais depuis 1990, on est dans le multipartisme. Ça fait combien maintenant? Ça fait 34 ans. Oui. Donc, on doit évoluer. Ouais. On doit aller à des élections pacifiques. Il ne faut pas que chaque fois qu'on va aux élections, les gens meurent. Mais mettons les conditions. Désarmons et puis allons à la réconciliation. Créons la confiance. Il ne faut pas qu'on ait la méfiance à fleur de peau. Tu sais, même dans le même parti, tu salues telle personne. Oh, voilà, on t'étiquette déjà. Non. On peut ne pas être des mêmes partis politiques et puis fraterniser. Et puis quand quelqu'un gagne les élections, on dit, bon, il a gagné, on applaudit. Et quel jour on va faire comme en Europe? Parce qu'on dit que la démocratie est universelle. Donc nous devons, c'est un parcours. Mais le parcours, on ne s'arrête pas. Il faut gagner. C'est-à-dire que chaque 5 ans, on doit gagner quelque chose. Donc, je souhaite de tout mon cœur que les élections soient démocratiques et non violentes. Le PDCI a un programme. Si le PDCI gagne les élections, les autres le félicitent. Quel que soit celui qui gagne les élections, les gens vont le féliciter. Voilà. Elle ne peut pas être démocratique puisque le président Gbagbo et Blé Goudé, plein de son pays. Mais tout ça, c'est ce que j'ai dit, la démocratie. C'est ça, j'ai dit la réconciliation, l'intégration pour faire une élection inclusive. C'est ça que je vous ai dit que la paix là est précaire. C'est tout ça que j'ai mis dans la réconciliation. Il faut qu'on soit réconcilié. Donc le président Ouattara a encore du boulot dans la réconciliation. Il faut qu'on soit réconcilié. Voilà. Il nous reste la vraie réconciliation. Avec des élections inclusives. Avec des élections inclusives. Voilà. Participatives. Non, inclusives. Bon. Comme vous voulez, et honnêtes et transparentes. D'accord. Bien. Les adjectifs, ce n'est pas moi qui les aligne. C'est mon invité qui les aligne. Alors, il s'appelle Maurice Kakou Dikawe, le capitaine Courage, le cardiologue, la bibliothèque vivante et parlante du PDC IRDA. Ce monsieur, il est député. Son calendrier est tellement chargé que le fait de l'avoir avec nous aujourd'hui, nous ne faisons que dire merci à lui, à son équipe et à vous qui me regardez pour vous donner rendez-vous très prochainement pour un nouvel invité, peut-être de poigne et de pointe, comme le professeur Maurice Kakou Dikawe, à qui je voudrais dire merci. Merci.